Donc bonsoir Fernand, Graziella, Giovanni, bonsoir. Bonsoir Milavo, bonsoir. Vous allez bien dans l'ensemble, j'espère. Et vous avez passé une agréable journée, hein? Super. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Ça fait, je crois, ça fait quoi? Ça fait deux, trois séances qui ont été assurées par Monsieur Dester. Donc, ce qui fait que j'étais un peu absent. Et donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et il y a aussi, voilà, je crois, Monsieur Dester qui vient de nous rejoindre. Bonsoir également, Monsieur Dester. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Je vais super Yes, bien, très bien vous. bien également. Et la journée. Ah ouais, week-end classique. Ok, super. Bah, les amis, alors, comme vous le savez déjà, euh, on va aller franco. Nous avons donc 1 heure de bootcamp, idéalement. Et si on déborde, nous sommes flexibles. On peut aller peut-être jusqu'à max 1h30 pour que l'essentiel du message passe. Donc, bienvenue encore à vous, les habitués donc, de notre rendez-vous de bootcamp hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement donc de bonsoir Koboyanda, bienvenue. Donc nous allons parler du storytelling. Le storytelling, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important dans le monde de la data et comment réussir donc une bonne analyse de données en optimisant donc un modèle de storytelling idéal et adapté à notre contexte d'analyse. Donc c'est l'objectif qu'on va se donner aujourd'hui donc dans ce webinaire, sinon dans ce bootcamp. Alors, je précise que pour ceux qui se sont inscrits, vous avez reçu un mail avec, je crois, 2 supports, un en PDF et un dataset je crois, sur Excel. Et pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp également, on vous a envoyé donc les 2 supports également par WhatsApp pour vous permettre également de ne pas rater donc ce contenu intéressant par endroit. Et donc, sans tarder, déjà, qui a déjà entendu parler de storytelling, que cela soit dans les news, dans le quotidien, à l'école, qui a déjà entendu parler de storytelling? Et quand je dis storytelling, ça peut être partout, hein, ça peut être, parfois on entend parler même dans les réseaux sociaux. Ouais, Caleb, oui, dis-moi. Mais c'est juste pour dire que tu as déjà entendu parler, je crois, c'est ça? Oui, Caleb. J'imagine qu'il voulait juste dire qu'il a entendu parler. Oui, Oui, Caleb. oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, Caleb. Ça va? Ouais, Super. merci pour cette séance de partage. Je vous en prie. Bon, lorsque je me suis connecté déjà, bon, moi je ne savais pas le thème ou bien sur quoi portait le webinaire. Et Mhm. lorsque je me suis connecté, j'ai vu le storytelling, j'ai dit, ah, le storytelling en analyse des data, Ouais, j'étais un peu étonné en fait. Donc, super. c'est pour dire que bien évidemment, j'ai déjà connu ce terme, Mhm. mais un peu plus, je sais pas, je connais que le storytelling, c'est, je vais dire, l'art de raconter une histoire ou bien quoi. Bon, c'est le fait de raconter une histoire Oui, chronologiquement. oui. Un truc. Bon. Très bien. Et dans quel domaine l'as-tu déjà entendu parler? Comment tu as déjà entendu parler? Bon, sans mentir, c'est sur les réseaux. Hein, et j'ai appris ça déjà
dans le contexte de l'art oratoire, j'ai suivi une vidéo qui disait que voilà, savoir transmettre un message, c'est savoir l'art de raconter déjà l'histoire, comme ça s'est passé chronologiquement. Donc c'est dans ce contexte que j'ai appris ce mot. Excellent, excellent, excellent. Et je crois que tu es déjà dans la thématique, de par déjà ta culture générale. En fait, le storytelling, c'est une méthode. C'est un peu comme quand on dit par exemple, euh, dans la littérature, on parle de niveau de langage. On a le langage soutenu, le langage formel, le langage familier. Et donc, le langage soutenu, formel, familier, c'est des types de langage que tu peux utiliser dans plusieurs contextes. Donc, quelqu'un qui travaille dans le monde commercial, marketing par exemple, il y a des contextes qui lui permettent, ou bien il y a des contextes qui lui permettent de switcher d'un langage à un autre, d'un format à un autre. Et donc, c'est pas parce qu'il est dans le commercial qu'il n'est pas apte à utiliser, par exemple, le type formel. Donc, le langage formel, familier ou bien soutenu, c'est juste un outil entre les mains de celui qui veut pouvoir utiliser donc l'art oratoire pour pouvoir véhiculer un message ou véhiculer donc une idée, une conviction, ou sinon même d'ailleurs simplement convaincre. Donc, je peux être en appel avec un prospect que je veux convaincre, et dès que le prospect décroche, ma fiche me dit que bon, c'est un papa retraité. Donc, moi, je m'attends à utiliser peut-être un ton beaucoup plus formel, mais à entendre parler le monsieur, je me dis non. Bah, certes, il a l'air d'être un vieux retraité, mais le jargon qu'il utilise me pousse à sortir de mon script. Donc le script me dit non, c'est un retraité, machin, donc aller vraiment droit au but et tout. Et je suis en face d'un monsieur finalement qui, même s'il est retraité, il a vraiment de la culture générale, il a un langage très soutenu et il veut savoir pourquoi je l'appelle et tout. Donc je ne suis pas au fait figé sur mon script. Je suis obligé dans ce cas-là de sortir de mon script et d'adopter donc ou bien d'arborer donc en ce moment-là un format très soutenu pour pouvoir non seulement ne pas lui vendre un truc bullshit pour dire non monsieur achetez ci machin, il va raccrocher en mode de 30 secondes vite fait. Donc là par rapport à ce contexte, je suis obligé d'adapter mon script qui ne va pas être inutile bien sûr, mais qui est déjà désuet. C'est-à-dire c'est un script qui n'est pas conforme au cadre dans lequel je me trouve en ce moment où je passe l'appel. Donc là, en ce moment, je suis obligé de switcher d'un registre à un autre, de passer donc du langage peut-être formel que je voulais utiliser d'un ton normal et tout, rapidement aller droit au but, à un ton plus soutenu parce que là, effectivement, j'ai en face de moi quelqu'un qui ne va pas acheter du bullshit. Excusez-moi le terme, mais c'est une manière de dire que bon, voilà, le monsieur en face connaît. Donc, je ne peux pas aller comme ça et puis lui vendre du n'importe quoi. Donc, c'est dans la même, effectivement, idéologie, c'est dans la même mouvance des choses qu'il faut comprendre, par exemple, le storytelling. Le storytelling, on l'entend généralement dans le marketing ou bien dans l'art oratoire. Ça peut être dans le marketing digital, marketing commercial et autres, ou bien dans l'art oratoire. Ce sont ces domaines-là dans lesquels on entend généralement parler de storytelling. Sauf que le storytelling, c'est une manière de raconter une histoire. Et nos vieux, nos anciens l'utilisaient très bien. Il suffit de voir par exemple les contes racontés par les griots et tout. Ça commençait toujours quelque part avec une intrigue, avec une problématique, ensuite un déroulé. Il arrive un moment de dénouement avec une conclusion. Vous voyez, donc c'est toujours des histoires qui sont un peu structurées comme ça. Ça, c'est le storytelling. C'est le storytelling. Et donc, dans le monde de la data aussi, on utilise le storytelling soit pour des personnes qui en sont conscients, ils l'utilisent très bien, ou sinon, pour ceux qui ne sont même pas conscients, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire du storytelling, ils l'utilisent quand même. Mais sauf que si tu n'en es pas conscient, tu peux mal l'utiliser. Donc aujourd'hui, l'objectif qu'on se donne par rapport à ce bootcamp, c'est de vous aider à comprendre par rapport à votre secteur, votre domaine, votre expertise, votre compétence ou ce que vous apprenez actuellement
comme compétences scolaires, universitaires, à comprendre comment narrer effectivement une histoire au travers donc des chiffres. D'accord? À partir des chiffres, je peux commencer à raconter effectivement des événements, une succession d'événements. C'est quoi la cause? Quel est le déroulement de la cause? Comment il s'est produit? Quelle est effectivement la topologie, je dis la topologie, la chronologie de chaque événement, l'intrigue et à quel niveau, la problématique et à quel niveau, et à quel moment effectivement on apporte des solutions pour pouvoir dénouer donc la situation. Ok? Et cela, ça se passe ici également aussi dans le monde de la data. Donc, alors, ici, on va comprendre deux choses. L'objectif premier, c'est de comprendre pourquoi le storytelling est indispensable en analyse de données. D'accord? En analyse de données, on fait face généralement à des datas beaucoup plus complexes, beaucoup, peut-être parfois pas très bien structurées. Donc, du coup, on est en face des tables de données de 1 à 7 millions de lignes. On ne comprend pas grand-chose. Donc, le storytelling vient nous aider à pouvoir comprendre déjà le point de départ. Ensuite, dérouler la problématique, c'est-à-dire, OK, on a une data comme ça, qu'est-ce que cette data-là pose comme problématique? Tirer la problématique en question et à partir de la problématique, faire une analyse, excusez, faire une analyse de données en suivant effectivement la problématique qui a été posée. Maintenant, dans l'analyse de données, ce n'est pas toute la data que j'explore. C'est pour ça qu'il faut comprendre la storytelling ou le storytelling qu'on arbore. En fonction du storytelling, en fonction de la perspective que je choisis, je suis obligé de ne pas prendre en considération toutes les variables possibles. C'est pas parce que dans ma data j'ai 15 colonnes que je suis obligé d'utiliser toutes les 15 colonnes. C'est pas parce que j'ai 7 millions de lignes que toutes les 7 millions de lignes vont forcément être importantes au même degré. Nous, parfois, on te donne une data de 15 colonnes. Finalement, tu supprimes tellement que tu travailles avec juste 3 à 4 colonnes parce que tu cherches la plus forte corrélation de ta base de données ou bien de ta donnée par rapport à la problématique qui est posée au départ, mais également par rapport à l'angle de lecture que tu as choisi. Et l'angle de lecture va dépendre maintenant de la storytelling ou bien du storytelling que tu décides de choisir ou bien que tu décides d'opter dans ta démarche d'analyste. Le deuxième point, c'est de différencier effectivement l'analyse, la visualisation et le storytelling. C'est deux choses différentes ou trois choses différentes. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'il faut définir une problématique. Ensuite, en commençant l'analyse, il faut choisir un storytelling qui va conduire l'analyse. Et mon analyse à la fin est claire ou bien est beaucoup plus précise grâce à des visualisations. C'est-à-dire que pour faire parler maintenant ma donnée, je suis obligé de schématiser. Je suis obligé de matérialiser ma donnée par des insights, par donc des visuels clairs, simples, limpides, avec un message à retenir. Ok? Donc voilà comment il faut comprendre. Oui, Isaïe? Bonsoir. Déjà, merci aussi pour ce webinaire. Je vous en prie. J'ai une question par Oui. rapport à ce que vous venez de dire tout de suite. Oui. Dans la mesure où il faut choisir ces données, les données sur lesquelles on va travailler, j'aimerais savoir, est-ce que cela veut dire qu'on doit, d'une certaine façon, prévoir déjà nos résultats avant de pouvoir travailler avec nos données? Non, on ne prévoit pas le résultat, mais on anticipe comment le résultat va se présenter. C'est pas la même chose. Je sais pas, je vais te schématiser le truc. Lorsque je fais par exemple de l'analyse de données, dès le point de départ, je sais que je vais faire par exemple de l'analyse descriptive et non prédictive. Là déjà, je prévois le contexte dans lequel mon analyse va se poser. Mais je n'ai pas défini le résultat. C'est-à-dire que si on prend le cas par exemple d'un commerce, je vais analyser les chiffres d'une épicerie. D'accord? Une épicerie qui a travaillé sur 12 mois avec des intrants et des ventes, avec encaissement, décaissement, fournisseurs, achat matériel, et etc. Lorsque j'ai cette donnée-là, j'ai deux possibilités, voire trois possibilités. Ça dépend de ce qu'on me présente. Moi, lorsqu'on me donne cette data, je peux soit choisir de me baser sur la donnée actuelle de janvier à décembre 2025
et faire une prévision sur 2026 pour l'épicier. Pour lui dire, sur la base de ce que j'ai constaté sur l'année 2025, je prévois que en janvier 2026, vous aurez vous aurez un faible chiffre d'affaires, mais par contre, en mars, on aura une forte hausse. Donc, veuillez donc ne pas trop investir dans, par exemple, l'achat de matières premières en janvier, le temps de vous permettre d'amasser de l'argent de côté en février pour relancer votre activité en mars. Ça, c'est un choix déjà que j'ai fait, c'est-à-dire dès le départ de mon analyse, j'ai choisi exprès de faire de l'analyse prédictive. Sauf que quelqu'un d'autre va dire, non, moi je ne veux pas faire de l'analyse prédictive parce que ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Les facteurs d'ici 2026, je ne les maîtrise pas. On ne sait pas ce que Donald Trump va faire d'ici un mois encore. Donc moi, je ne veux même pas m'aventurer dans ça. Sauf que par contre, moi, ce que je vais vous proposer, monsieur Mohamed, l'épicier, je vous propose plutôt de décrire votre activité. C'est-à-dire que vous allez travailler de janvier à décembre, vous ne comprenez pas forcément ce qui s'est passé. Moi, je vais plutôt vous décrire votre activité, vous dire sur la base de votre donnée, quels sont les points forts de votre activité, quels sont les points faibles, où est-ce que vous avez fauté, où est-ce que vous avez réussi, où est-ce qu'il faut effectivement peut-être changer de stratégie parce qu'on constate dans le passé de janvier à février à décembre 2025 que ici, parce que vous avez manqué de fourniture, donc vous avez eu une baisse de vente parce que les clients sont allés chez la concurrence, et etc. Donc moi, ce deuxième cas-là, le gars choisit dès le départ de faire de l'analyse descriptive. Mais sauf qu'il ne prévoit pas le résultat. C'est-à-dire, il ne prévoit pas de dire à l'épicier, en janvier, il faut que je fasse tout pour lui dire qu'en janvier, les chiffres sont bons. Non. D'accord? Maintenant, là où effectivement, il peut sélectionner la donnée, parce que quand je dis sélectionner la donnée, ce n'est pas le résultat forcément que je sélectionne. Là où il peut sélectionner la donnée, c'est lorsque l'épicier lui donne par exemple sa base de données. Et que dans la base de données de l'épicier, il voit par exemple que il y a... alors, comment... attendez, je suis en train de... Je gère l'enregistrement du bootcamp. Alors... juste... Ouais, voilà. C'est beaucoup mieux comme ça, là. Voilà, donc, sauf que lorsque je reçois effectivement la base de données de l'épicier, je peux décider exprès de ne pas tout prendre. Vous voyez, je peux décider exprès de, par exemple, travailler que sur... désolé, hein, j'étais un peu perdu par rapport à la vidéo qui s'enregistre et tout en même temps. Donc, je peux décider, par exemple, par rapport à la data de l'épicier, de ne pas prendre toute sa base de données. Je vais lui dire, bon, moi j'ai juste besoin de la situation de votre trésorerie, de l'état de vos situations achat-vente. J'ai besoin du fichier de vos fournisseurs et la base de données de vos clients. C'est tout. Alors que peut-être il m'a donné par exemple sa fiscalité, il m'a donné les charges annexes, il m'a donné je sais pas quoi, sa situation de crédit ou de dette avec la banque, tu vois. Il m'a donné beaucoup de choses dont moi j'ai pas besoin sur le tas. Donc ce sont des données que je choisis exprès d'ignorer dans mon analyse parce que je veux me concentrer essentiellement sur l'activité et non pas sur tout le business model. Donc là, je choisis exprès d'enlever certaines données. Donc si on imagine que tout ce que l'épicier m'a donné est dans une grande base de données, par exemple, de 15 colonnes, en enlevant par exemple la colonne fiscalité, en enlevant par exemple la colonne des salaires, en enlevant par exemple la colonne des ressources humaines, donc de ses employés, en enlevant par exemple la colonne des dettes, tu vois. Je vais enlever ces colonnes-là et puis je vais me retrouver peut-être avec, sur 15 colonnes, je vais me retrouver avec 4 colonnes où il y a par exemple achat, vente, fournisseur, client. C'est bon. Et moi, je fais mon analyse sur ça. Je lui fais effectivement une visualisation sur les 12 mois qui se sont écoulés. Et je lui dis, ah, monsieur, voilà la situation donc de votre boîte. Voici ce qui s'est passé.
en janvier, voilà, comment ça s'est passé. Vous n'avez pas performé parce que. En février, il y a eu une hausse. En mars, très bien, voilà. Donc, le storytelling maintenant va m'aider à choisir le narratif et comment je présente mon résultat. D'accord? C'est pourquoi ici, si vous voyez là, j'ai mis les 3 piliers du storytelling en data qu'il faut comprendre. Il y a le premier point qui est la data. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la data. C'est-à-dire le storytelling, la perception que j'ai de ce que, du contexte dans lequel le résultat va se poser, la perception que je me suis donnée par rapport à ce contexte-là, peut me contraindre à choisir dans la data des informations importantes. Là, on parle de corrélation, donc des informations ou bien des variables à forte corrélation, d'accord? Et les variables à faible corrélation, je vais les négliger. Donc, je peux les supprimer, les neutraliser, ne pas les prendre en considération dans les chargements de ma data et tout. Donc, le premier point, c'est la data. Le deuxième point, ça sera maintenant la narration. Ça sera la narration de comment je présente la donnée. C'est-à-dire, je vais commencer par quoi? Ensuite, qu'est-ce que je vais tirer de ça pour aller vers le point 2? Et à partir du point 2, comment j'arrange le point 2 pour aboutir sur une conclusion que je vais présenter donc à mon interlocuteur ou bien à mon client ou à celui qui a commandité effectivement l'analyse et tout. Et à la fin, effectivement, ça, c'est la narration qui va maintenant passer par une visualisation appropriée. Donc, ce sont les 3 piliers de la... Je ne sais pas si on dit la data storytelling ou bien le storytelling data. Bon, je suis un peu perdu avec les anglicismes et tout. Donc, voilà un peu comment ça se présente. D'accord? Et en numéro 2, ce que je veux déjà souligner, ce sont les erreurs qu'on fait fréquemment en analyse de données quand on néglige justement le storytelling data. Généralement, quand on néglige le storytelling, on se retrouve avec trop de graphiques. Vous allez voir une page où on a trop de graphiques qui sont surchargés, on a des courbes, on a des histogrammes, on a des camemberts. Bon, on ne sait pas exactement où est-ce que l'analyse veut nous amener. Ou sinon, quand on n'a pas effectivement pris en considération le bon storytelling, on a des techniques trop complexes. Il a utilisé des textes AB tests. En même temps, il a utilisé des analyses prédictives, des données stochastiques, modélisation stochastique. Bon, c'est un peu trop. Ou bien il a utilisé des séries chronologiques dans de l'analyse descriptive. Bon, voilà. Ça montre juste que oui, le gars, intellectuellement, il connaît peut-être beaucoup de choses, mais pour nous, en tant que manager, en tant qu'entreprise, on n'a pas besoin de toute cette technicité-là pour pouvoir prendre des décisions. Le troisième point, c'est l'absence de messages clés. Généralement, quand on n'a pas de storytelling, on manque de résumé à la fin de notre analyse. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous produire vraiment de l'analyse excellente, il n'y a rien à dire, oui, c'est clean, mais en fin de compte, on ne sait pas ce qu'on doit résumer, on ne sait pas ce qu'on doit retenir. Ok, mais du coup, oui, quelles sont les décisions que nous devons prendre? On ne sait pas. Parce que on a un peu trop d'informations. Donc, l'analyse n'est pas cadrée. L'analyse n'est pas cadrée. D'accord? Et donc, le quatrième point que ça implique, effectivement, quand on a une absence de message clé, c'est qu'on est en surinformation. On est en surinformation. Est-ce que jusque-là, vous percutez un peu ce que je suis en train de partager? Voilà. On est en surinformation. Et quand on est en surinformation, lorsque on fait de l'analyse, naturellement, la prise de décision devient difficile. Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de mieux comprendre. Supposons que vous êtes le président des États-Unis et vous êtes en conflit immédiat avec la Chine et la Russie. Et dans ce conflit-là, effectivement, il y a des variables qu'il faut prendre en considération vite fait. On vous annonce qu'il y a la marine russe qui est à 100 km dans les mers indiennes en approche et tout.
ok, ça c'est une information qu'on vous donne. Mais en même temps, on vous dit que l'aviation chinoise vient de décoller et que l'aviation chinoise va être aux frontières de New York d'ici 15 minutes. Vous voyez? Et en même temps, on vous dit, en France, il y a des soulèvements populaires. Et en même temps, on vous dit, en Somalie, effectivement, il y a une guerre. Bon, pour vous, en tant que président des États-Unis, là, vous êtes obligé d'avoir un analyste géopolitique. Là, on est en géopolitique, bien sûr, mais c'est aussi un analyste de données. Donc, vous êtes obligé de demander à un analyste de données qui est dans le bureau ovale avec vous, monsieur l'analyste, quelles sont les priorités? Parce que là, au moins, il vous parle de la Chine qui est prête à vous attaquer, la Russie qui n'est pas loin, et en même temps, il vous mélange ces deux informations cruciales-là. Il vous mélange cela avec des soulèvements populaires en France, la guerre au Soudan, il rajoute d'autres informations, de soulèvements, je ne sais pas moi, de quel peuple en Côte d'Ivoire ou bien au Togo. Bon, vous, en tant que président, vous êtes en surinformation à ce moment-là. Donc, un bon analyste devrait vous dire, monsieur, par mesure de précaution, nous devons décoller effectivement nos Air Force pour rapidement préparer un rempart à la Chine parce que la Chine atteindra nos côtes d'ici 5 minutes. Ça, c'est une urgence. Deuxièmement, il dira, bah, deuxièmement, il faut qu'effectivement, nos porte-avions Jackson, de machin, tout ça, machin, quittent effectivement leur position et voilà, blablabla. Là, effectivement, on est en face de quelqu'un qui arrive à avoir un bon storytelling et présente effectivement les priorités au président des États-Unis afin qu'il puisse prendre une décision. Parce que là, il va pas envoyer les marines en France, je sais pas moi, pour sauver Macron, et en même temps envoyer la Navy au Soudan. Non, il est en surinformation, il ne peut pas disperser ses forces. Donc, voilà pourquoi c'est très important de bien comprendre ces sujets de storytelling parce que à la fin, tu peux faire un bon travail, mais mal le présenter. Et les graphiques mal choisis, bien évidemment. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Pourquoi le choix des graphiques est très important? Parce que chaque graphique a un objectif donné. Tous les graphiques n'ont pas pour objectif de juste présenter de la donnée de manière comparative et puis on passe. Non. Il y a des graphiques qui font de la comparaison. Il y a des graphiques qui font de la distribution. D'accord? Il y a des graphiques qui montrent une évolution dans le temps. Il y a des graphiques qui font un tri, c'est-à-dire un classement, un rangement de données, et etc., etc. Donc, tous les graphiques ne sont pas faits pour faire de la comparaison, pour voilà, juste montrer que tel mot est plus élevé que l'autre. Non, tous les graphiques ne servent pas le même idéal. Donc, pour faire un bon storytelling, il vous faut connaître les méthodes de storytelling. Et donc ici, j'en ai retenu trois grands, parce que je pense qu'il y en a plus, mais en analyse de données couramment utilisés, ce sont ces trois grands-là. Donc, le premier que moi je recommande fortement, alors je ne sais pas si je peux zoomer, hop, pour vous, ouais, je pense que ça va le faire. Yes. Je pense que c'est bien, non, je pense. Voilà. Donc, le premier que moi je vous recommande fortement, c'est la méthode CEMAC. Donc, la méthode CEMAC, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une concaténation de plusieurs mots. Hein. C'est pas comme. C'est pas un nom très compliqué, non, c'est juste une concaténation. Dans les livres d'analyse de données, vous pouvez retrouver ça soit en anglais, avec comment on le dit, d'autres sigles, voilà, avec d'autres sigles. Donc, on a la méthode CEMAC, qui est vraiment la méthode la plus simple, claire et plus qu'on utilise généralement en business, sinon en entreprise. C'est C pour contexte, M pour message, A pour analyse et le dernier C pour la conclusion. D'accord, c'est une méthode qui est vraiment bien structurée. D'ailleurs, c'est la plus structurée parmi les trois que je vais vous présenter aujourd'hui. Et
généralement, lorsque vous êtes en entreprise où vous êtes obligé de faire effectivement des présentations avec des rapports et tout, c'est une méthode qui est adaptée. Donc, idéale pour des présentations et des rapports complets. Donc, comme on a dit, le contexte, c'est quoi? C'est de poser le cadre. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que je choisis, est-ce que je vais faire l'analyse prédictive ou bien l'analyse descriptive? C'est déjà un cadre que je suis en train de poser. Ensuite, par rapport à ce cadre-là, c'est de me dire, ok, je veux faire de l'analyse descriptive, mais est-ce que je veux tout décrire ou bien je veux décrire, par exemple, que l'activité principale? Est-ce que je vais décrire tout le business model? Est-ce que je vais décrire les variables externes avec les acteurs externes ou bien je veux me focaliser sur le cœur du métier? Donc là, je suis vraiment dans le décor. Donc c'est le contexte. Il faut poser le contexte, c'est-à-dire généralement le contexte c'est quoi? C'est de dire, ok, le point de départ c'est ça, il y a tel problème, voilà ce que je choisis délibérément de faire et me focaliser sur ça. Le deuxième point, c'est le message. C'est à la fin de ma présentation, à la fin de mon analyse, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir, par exemple, que voilà, les forces et les faiblesses de la structure ou bien du business, ou bien on doit retenir les points à améliorer versus les points à négliger. Voilà. Vous voyez? Donc là, l'idée qui doit être retenue passe par un message clair. Et ensuite, maintenant, c'est à partir de ces deux points-là qu'on entame maintenant l'analyse. L'analyse commence quand j'ai posé le décor, quand j'ai décidé de ce que je veux obtenir comme nature de résultat. C'est-à-dire, est-ce que je veux faire une analyse qui va me sortir, par exemple, le SWOT. Donc, le SWOT, c'est Strength, Weakness, Opportunity et Truth. Donc, en gros, c'est les forces, faiblesses, les opportunités, les menaces de la boîte, de l'activité principale. Est-ce que c'est ce que je veux viser? Ou bien je veux faire d'autres types d'analyses, aboutir à d'autres formats donc, de messages à retenir. Donc, voilà comment effectivement je décris déjà le message clé que je veux retenir pour l'auditoire. Donc, ça ne veut pas dire que je choisis le résultat que je veux obtenir. Parce que le résultat, je ne le connais pas. D'accord? C'est un peu comme on dit, je veux connaître le poids de Esaïe. C'est Esaïe, non, je crois. Yes, c'est Esaïe. Donc, c'est comme on dit, on me dit, l'énoncé me dit, l'objectif est de nous calculer le poids de monsieur Esaïe. Sauf que, on ne me donne pas le contexte. On ne me donne pas le décor, on ne me donne pas le cas dans lequel on veut connaître le poids de monsieur Esaïe. Donc moi, je peux décider par exemple, philosophiquement, de dire, en supposant que monsieur Esaïe est sur la Lune, et donc son poids est égal à. Vous voyez là, je choisis le contexte. Je suis obligé parce que bon, si je suis un analyste rationnel, on sait qu'on a plusieurs dimensions. Je ne vais pas nier l'existence des autres dimensions. On sait qu'on a plusieurs pesanteurs en fonction de la planète ou bien de la constellation dans laquelle on est. Donc vous voyez que, en fait, la réalité, si je prends réellement en conscience ou en connaissance la réalité complexe de la donnée, je suis obligé de choisir un contexte. Je ne peux pas analyser le poids de Esaïe sur la Lune, sur Saturne, sur Mars, sur Vénus, et à la fin dire que bah, monsieur Esaïe a des poids divers, et puis, bon, l'information va être trop vague, on ne sait pas quoi faire avec. Est-ce que monsieur Esaïe peut sauter sur toutes les planètes? On ne sait pas. Donc si je focalise effectivement le contexte, bah, l'analyse devient plus claire. Vous voyez, là, je pourrais dire, ah ben, si on prend le cadre d'analyse sur la Lune, bah, monsieur Esaïe sera un Superman parce que sa masse avec la pesanteur sur la Lune lui permet d'avoir une forme d'agilité, lui permettant de pouvoir sauter plus haut, de décupler sa force. Vous voyez que le fait que je pose maintenant le cadre me permet de pouvoir mieux dérouler mon analyse et de sortir les implications de ce que je suis en train de proposer ou présenter comme, insight, comme observation ou bien contexte. D'accord? Donc l'analyse ici, c'est juste d'apporter des preuves et des insights. Et à la fin,
je propose une conclusion, ou sinon, une conclusion avec des recommandations. Parce qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir des recommandations, mais on est quand même obligé d'avoir une conclusion. Ça, je précise. C'est important de finir quand même l'analyse avec une conclusion. Est-ce que jusque-là, c'est bon? C'est bon, c'est bon? Yep, super. Donc, la méthode 2, c'est la méthode ABT, and, but, and therefore. Donc, la méthode ABT, c'est quoi? C'est vraiment une méthode qui est assez simple. Elle n'est pas vraiment très structurée, mais elle est idéale pour des narrations rapides. D'accord? C'est-à-dire que on me dit, allez, surtout quand je suis en face d'une donnée très simple, une donnée pas trop volumineuse, et on veut vraiment que je propose un truc vite fait. Parfois, vous avez des managers qui veulent juste en 30 minutes que vous leur donnez une vision sur l'activité. Là, vraiment, c'est pas vraiment de l'analyse profonde et tout, non. Tu vas charger la data rapidement, tu fais un TCD vite fait pour sortir les grands agrégats. Et à partir des grands agrégats, tu proposes rapidement à ton manager, voilà les grandes tendances que j'ai. Ouais. Donc là, vous pouvez utiliser la méthode ABT. Et la méthode ABT ici, c'est vraiment le premier point, c'est AND. Donc c'est la situation normale. C'est-à-dire, en situation normale, voici ce qu'on a. Mais sauf que on a remarqué une rupture dans le mois de juin ou juillet à cause des vacances. Donc là, tu as identifié effectivement le problème. D'accord? Donc, la méthode ABT, c'est comme, au fait, c'est comme si vous connaissez déjà une tendance normale, mais sauf qu'il y a eu un problème qui s'est posé quelque part. Et vous voulez détecter où est-ce que le problème s'est posé et quelle est la nature du problème. C'est comme si vous savez que en tant qu'épicier, je réalise généralement un chiffre d'affaires de 2500 chaque mois. Mais si je réalise normalement un chiffre d'affaires de 2500 chaque mois, je devais me retrouver à la fin du semestre, d'accord, on va prendre le semestre, je devais me retrouver à la fin du semestre avec un chiffre d'affaires global en moyenne de 15 000. Mais je me suis retrouvé avec un chiffre d'affaires global sur le semestre de 8500. Donc il y a eu un problème quelque part. Donc où est-ce que le problème s'est posé? Donc là, on utilise la méthode ABT vite fait parce que, bon, sur un semestre, j'ai pas beaucoup de données. Bon, je vais faire ma méthode ABT et là, je vais dire, OK, le point 1, c'est de dire maintenant à mon manager ou à celui qui a recommandé l'analyse, c'est de lui dire, de janvier jusqu'à mars, on a la situation normale. Donc, on a eu les 2500, février, on a eu 2600, mars, on a eu 2400. Donc, on est dans une moyenne de 2500. Très bien, rien ne s'est passé. Sauf qu'en avril, on a eu une baisse inexpliquée, one shot. On est passé de 2500 à directement un chiffre d'affaires en avril de 500 dirhams, 300 dirhams. Et ça a perduré sur le reste maintenant du semestre. Ce qui a fait que on s'est retrouvé avec un chiffre d'affaires de 8000 ou 8500 sur le semestre. Et là maintenant, je vais creuser sur avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Et une fois que j'identifie le problème, puisque c'est là le point de rupture, donc c'est le deuxième point qui est le but, c'est le point de rupture, et c'est là le problème que je l'identifie. Je dis à mon manager, je pense que oui, il y a eu un vol dans les caisses, parce que quand j'ai analysé la structure, il y a eu des réels encaissements. Dans le système me sort réellement 2500 en avril, mais sauf que au niveau de la caisse, on n'a enregistré que 300 ou 500. Donc il y a eu un problème au niveau donc, de la trésorerie, donc vol, ou bien donc perte, ou bien arnaque, ou bien voilà. Et là, c'est moi maintenant qui, dans mon analyse, même de la trésorerie et tout, je vais voir les gens qui ont décaissé, encaissé, qui s'est passé, qui n'a pas encaissé correctement, qui a décaissé plus. Et là, je fais sortir maintenant le therefore. Le therefore, c'est insight plus action. Et donc, je vais dire, voilà, j'ai remarqué qu'il y a eu des décaissements de tel employé. Et donc, dorénavant, il faut qu'on verrouille même l'ouverture de la caisse avec des codes, avec des badges, avec ci, avec ça, machin et tout. Donc, c'est la méthode ABT.
Le troisième, ou sinon, la troisième méthode, c'est la méthode d'art. D'art ici, c'est quoi? C'est data analysis ou analysis, recommendation et émotion. Donc, je pense que c'est en anglais, hein. Moi, je le lis à la fois en anglais puis en français là, mais si vous voulez en français, c'est données, analyse, recommandation et les émotions à tirer. Ici, quand on dit émotion, c'est vraiment vers la conclusion, c'est dans la conclusion. Donc ici, c'est une approche storyboard avec des visuels assez élaborés. Là, vraiment, on est vraiment sur des trucs très élaborés, des visuels assez parlants. Et généralement, c'est celui qu'on utilise pour faire des dashboards, des présentations assez longues. D'accord? Vraiment, on peut se retrouver avec des dashboards contenant 5 à 7 slides parce que bon, la donnée est vraiment très dense et on doit prendre le temps de comprendre donc les faits. Donc ici, la structure, comme vous le voyez, c'est que la data va présenter les faits. La partie analyse va sortir les insights. Les recommandations vont préconiser donc les actions qu'il faut mettre en place. Et l'émotion, c'est la fin au fait de la présentation, c'est de sortir au fait un angle accrocheur. C'est-à-dire que je ne vais pas terminer mon analyse juste par des actions. Je vais terminer mon analyse par des actions et par exemple des encouragements. C'est-à-dire que mon analyse me permet de dire que bah, vraiment nous remercions l'entité ressources humaines qui a fait un travail très élaboré malgré la crise. Ils n'ont pas licencié le tas de salariés qu'il fallait, mais malgré ça, le fait de ne pas licencier, mais ils ont réussi quand même à nous faire économiser sur toute la partie sociale, sur les dépenses inutiles au niveau donc des papiers achetés, des fournitures, machin, tout ça, blablabla. Ils ont digitalisé leur process, qui a permis vraiment d'économiser. Et vraiment, c'était pas évident. Et donc, moi, je tiens à titre personnel à les remercier. En fait, là, vous êtes dans l'aspect beaucoup plus humain maintenant de la data. C'est-à-dire que, ok, c'est pas que des chiffres. Il faut maintenant passer à l'étape où on arrive à ressortir les humains qui ont permis que la situation que vous avez en face soit réalisée. Mais généralement, la méthode d'art n'est pas très éloignée, hein. Moi, je trouve généralement que c'est pas très éloigné de la méthode CEMAC. Si vous voyez, généralement, c'est plus ou moins la même chose. Juste que on a une méthode voilà, qui se veut beaucoup plus, je vais pas dire plus humain, mais qui va au-delà donc du chiffre, juste de la data. Et là, je vous ai mis donc une méthode bonus. Donc, la méthode IIA. Voilà, je pense que vous voyez. Dans la méthode IIA, simplement, ça c'est une méthode insight, implication et action. Au fait, ça c'est une méthode qui généralement ressemble aussi à la méthode pour ne pas dire des bêtises, la deuxième là, ABT. Voilà, ABT. D'accord? Donc ça ressemble un peu à ABT, mais ici, on est beaucoup plus sur des analyses qui existent déjà. C'est pas que c'est maintenant que je produis l'analyse. L'analyse existe, mais je peux ressortir de nouveaux insights. C'est comme si j'ai fait l'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise et on me dit, ok, tu nous avais dit que en septembre, on a eu une baisse et tout, ce qui explique effectivement qu'on finit l'année en dessous des objectifs, n'est-ce pas, c'est ça? Je dis oui. Bah, c'est pas faux, moi c'est ce que j'ai constaté. Je dis oui, effectivement c'est ça. Mais là, le DG vient, il me dit, écoute, on avait oublié des factures et tout, malheureusement, qui n'ont pas été intégrées dans la base de données. Donc, voici les archives. Le technicien vient de les charger. Est-ce qu'on peut effectivement faire une mise à jour donc, de notre suivi des indicateurs et tout? Là, rapidement, je n'ai pas besoin de reprendre toute l'analyse en passant par ma méthode CEMAC ou bien ma méthode d'art. Non.
Je vais juste faire une méthode IA simplement, c'est-à-dire que j'ai de nouveaux insights qui vont se rajouter. Et donc, je vais lui dire, bah, grâce aux nouvelles factures que vous venez de me communiquer, j'ai remarqué, donc là, c'est les insights que je vais sortir directement. J'ai remarqué donc une normalisation de la courbe donc des chiffres d'affaires sur le dernier trimestre qui nous permet donc de rejoindre ou bien de rattraper donc le budget prévisionnel. Et à partir de là, voici les implications. Donc, je vais sortir rapidement les implications. Donc, cette nouvelle tendance que nous avons implique que tac, 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 tac. Et à la fin, action. Basta. Et donc ça, c'est une analyse que je vais faire, mais très vite fait, parce que ça ne va pas me demander beaucoup de temps. Puisque je connais la situation normale, je connais la situation initiale, là on me présente une nouvelle donne qui, voilà, qui va impacter une partie donc, de mon analyse. Donc effectivement, je vais ressortir les insights qu'il y a et donner donc les applications de ces insights-là. Voilà. Le cinquième point qu'il faut comprendre ici, c'est le choix donc des graphiques, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Le choix des graphiques est très très important. D'accord? Le choix des graphiques est important parce que chaque graphique dit quelque chose que l'autre ne dit pas. Donc pour ça, effectivement, je vais vous présenter, je vais vous présenter plutôt un autre support que j'avais pas prévu pour vous. Mais qui résume très bien le sujet. Alors, voilà, je l'ouvre maintenant. Hop. Patientez, patientez, patientez. Alors, je suis en train de... Data Sprint. Voilà, j'y suis, c'est bon. Nice, 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 nice. Donc, je vais changer la présentation. Présenter. On va plutôt présenter ça. C'est bon, je pense que vous voyez mon écran. Bon. Je vais aller sur l'écran complet, comme ça on va gagner en temps. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran complet? Ok. Nice. Donc là, c'est l'une de nos formations qu'on donne à ceux qui payent. Hein. Donc, considérez que c'est un petit bonus que que je vous fais là vite fait. Alors, ah ouais, comment c'est très élaboré là. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Très bien. Donc, c'est... Voilà, super. Merci beaucoup. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que la data passe par, effectivement, une méthodologie pour aboutir à un message clair. Et donc, pour avoir un bon storytelling et pour avoir un message percutant à la fin de votre analyse, il faut que vous choisissiez naturellement vos graphiques. Si vous ne choisissez pas vos graphiques, vous allez perdre du temps, vous allez développer des trucs très complexes et à la fin, on ne va rien retenir. Et c'est dommage de prendre du temps pour préparer vraiment quelque chose de très, 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 très élaboré, mais qui passe à côté parce qu'on ne retient rien. Il vaut mieux, comme disait quelqu'un, il vaut mieux être efficace dans le tir que de tirer partout comme les tirailleurs. D'accord? Donc ici, voici les catégories donc, de visuels. Ok, je vais essayer de... Hop, 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 hop.
Là, vous avez les catégories de visuels. Généralement, nous, on présente nos graphiques, on les regroupe en 6 catégories, hein. Chez les anglophones, vous allez trouver peut-être que c'est moins. Ils vont vous dire que ouais, c'est 4 ou 5, ça dépend. Ça dépend de comment vous considérez certains graphiques. D'accord? Donc, la première catégorie, ce sont les graphiques de comparaison. Donc, les graphiques de comparaison, vous allez voir que les graphiques généralement qui sont des histogrammes, c'est-à-dire des barres. Donc là, par exemple, vous pouvez faire une comparaison entre le chiffre d'affaires de janvier, février, mars, donc c'est le trimestre, d'accord? Et par rapport à ça, ressortir effectivement le mois qui a le plus performé. Donc là, vous êtes sur un graphique de comparaison. Les graphiques groupés, c'est-à-dire les barres groupées, généralement, c'est très intéressant lorsque on est sur une durée plus longue. C'est-à-dire, je fais une analyse, par exemple, annuelle. Et l'analyse annuelle, je me dis que je veux avoir une visualisation trimestrielle. Donc, je veux regrouper chaque 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Donc, ici, j'aurai 3 graphiques regroupés ensemble, 3 graphiques regroupés ensemble et 3 graphiques regroupés ensemble. Et je vais pouvoir comparer donc le trimestre T1, T2, T3. D'accord? Donc là, je suis toujours dans la comparaison. Les courbes. Les courbes permettent d'avoir une vue de comparaison aussi. D'accord? Les bubble charts, généralement les bubble charts, on les utilise pour des données, soit des données géographiques, c'est-à-dire les mappings, on peut les utiliser pour faire des mappings. Donc quand je veux par exemple analyser la démographie du Togo, j'aurai une carte du Togo et sur la carte du Togo, je vais pouvoir mettre des bubbles, dire que Lomé concentre le plus gros nombre de personnes et la ville qui concentre le plus faible. Par exemple, je vais retrouver ça par exemple à Pimé ou je sais pas quoi, à Tabligbo et Kara, Mango sont vraiment en moyenne, dans la moyenne, etc. Donc là, c'est du bubble chart. Ou bien, par exemple, lorsqu'on me donne une donnée scientifique, biologique, médicale, là, par exemple, je peux faire l'analyse, par exemple, d'une épidémie, donc ressortir les zones où on a plus d'infections, les zones où on a plus de contamination versus les zones où on a moins. Donc, j'aurai effectivement une forme de concentration. Parce que les bubble charts ressortent les concentrations. On appelle ça des zones de forte concentration versus les zones de faible concentration. OK? Donc là, c'est toujours de la comparaison. Les area charts, généralement, c'est juste les courbes, mais avec on va dire, la surface remplie. Donc là, on mesure effectivement la surface. C'est un peu comme les cours que vous avez fait à l'école, on parlait de mètres carrés, donc surface, calculer la surface d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, etc. Là, on est sur la surface d'une courbe. Mais généralement, c'est la même chose qu'une courbe normale, hein. C'est juste que on remplit effectivement la surface qui est en bas là. Stock bar, c'est pareil, c'est des barres empilées. Ça ne change pas grand-chose. Le mapping, voilà, je parlais tout à l'heure de mapping. Le shape mapping, c'est les cartes déjà dessinées. Donc, on peut avoir des cartes déjà dessinées. Et sur les cartes déjà dessinées, je vais voir les concentrations, les zones de concentration, etc. Donc, c'est toujours de la comparaison. La deuxième catégorie, c'est les données temporelles. Donc, ça me permet de faire une vérification dans le temps. D'accord? Donc, ça, c'est les graphiques d'évolution. Donc, c'est des graphiques qui me permettent de visualiser donc dans le temps qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, toujours les barres. Vous voyez que les barres, généralement, ils sont très utilisés pour ces deux catégories-là, que ce soit une comparaison ou bien une évolution temporelle. Les courbes, pareil. Puisque les courbes, c'est une question de pente, d'évolution, de tendance. Donc, du coup, je peux effectivement utiliser une courbe aussi pour faire de l'analyse temporelle. Donc, avec une donnée dans le temps, l'évaluer dans le temps et tout. Pareil pour les trois là qu'on a déjà vu de l'autre côté et ces deux derniers là. Alors, la catégorie des corrélations est très intéressante. Ici, quand on parle de corrélation, qu'est-ce que vous pensez? Je veux une personne qui...
qui va m'aider sur ce coup. Oui. C'est quoi une corrélation? Oui. Ouais, Fernand, vas-y. Ok. Bon, moi je vais parler, je vais dire académiquement, hein. Ouais. Lorsque on a eu à faire les statistiques, on va parler de corrélation lorsqu'on étudie deux variables, c'est-à-dire on va voir par exemple si on prend une population ou bien un groupe d'élèves, on va étudier la variation de la taille en fonction de l'âge par exemple. Donc la relation qui existe entre l'âge et la taille par exemple, c'est une corrélation. Bon, on va dire en général, lorsqu'on prend les données, on va dire que c'est ce lien-là qui existe entre deux données d'une même base, on va dire. Donc, c'est un lien statistique. C'est une relation statistique entre deux variables, c'est ça? Voilà, ouais. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Vous ne fallait pas préciser académique, hein, parce que bon, l'école nous sert dans la vie au quotidien. Donc, on puise les bases à l'école et puis au final, on se retrouve dans la vie réelle à appliquer sans savoir. Merci. Super, merci beaucoup, hein, Fernand. Et donc, c'est ça la corrélation. La corrélation, c'est de. Au fait, moi, j'ai fait un master en actuariat. Donc, actuariat, gestion de risque. Donc, actuariat, c'est l'étude statistique, voilà, de la prévoyance sociale. On fait la prévoyance, on fait des prévisualisations, etc., etc. Bref. Mais c'est une science de stats et de probabilité. D'accord? Parce que euh, généralement, celui qui fait l'actuariat, il a de fortes chances de finir en assurance. Il a de fortes chances de finir en assurance ou bien dans les structures d'études statistiques. Mais c'est vraiment un domaine qui aussi te donne les aptitudes mathématiques. Donc, du coup, tu peux finalement décider de switcher en data scientist, de switcher en analyse financière, finance, banque, euh, même la gestion de risque, pourquoi pas. Donc, c'est un secteur très intéressant aussi. Et en statistique, s'il y a une notion dont on parle généralement, c'est la corrélation. La corrélation, c'est vraiment la relation qui peut exister entre deux variables que je sélectionne. D'accord? Au fait, quand on parle de corrélation, on veut voir l'impact qu'on a lorsqu'une variable change sur le deuxième. D'accord? Donc, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est que je peux par exemple analyser une classe d'étudiants et je sors la corrélation qu'il y a entre le genre et la moyenne. Et je vais dire au professeur, monsieur, d'après mon analyse, je remarque, parce que bon, ça c'est descriptif, hein, je ne prédis rien. Je remarque que on a une forte corrélation entre le sexe, donc le genre, et les moyennes. Et je vais lui dire, remarquez que si on change le sexe de notre donnée, c'est-à-dire si on regarde dans notre donnée et qu'on switch des garçons aux filles, vous allez voir que les moyennes sont plus fortes, plus élevées. Et si on passe des filles aux garçons, les moyennes sont plus faibles. Il va me dire oui, mais c'est pas une corrélation forte. Il va me dire oui, les garçons sont aussi doués que les filles, machin et tout. Je vais dire ok. Ça, c'est une première analyse que je vous ai proposée. Deuxième analyse où j'ai une corrélation plus forte que effectivement la corrélation existante entre le genre et la moyenne, c'est la moyenne et l'âge. Et je vais dire, remarquez bien que plus l'étudiant est jeune, mieux il retient votre cours et mieux il restitue, donc la moyenne est plus élevée. Donc, plus l'âge baisse, plus la moyenne est élevée. Plus l'âge monte, moins la moyenne est élevée, donc la moyenne baisse. Et quand on fait le fit de votre classe, les élèves ayant les âges les plus bas sont à 90% des filles, ce qui expliquait donc
la corrélation que j'avais sortie entre le genre et la moyenne. Donc, une autre corrélation peut revenir confirmer une première corrélation. Parce qu'une première corrélation peut ne pas être claire comme ça. Mais une deuxième corrélation peut revenir confirmer une première corrélation. Parce que là, effectivement, quand je vais lui parler de la corrélation existante entre l'âge et la moyenne, là, je fais exprès de fermer les yeux sur le genre. Je lui dis, bon, maintenant je ne regarde plus les filles ou les garçons, je vais juste regarder l'âge. Et donc, regardons l'âge. On regarde l'âge, je vois que bah, vos élèves, les élèves les plus jeunes performent plus que les élèves les plus âgés. Sauf que quand je filtre votre donnée, votre classe, et que je prends les 90% d'élèves les plus jeunes, sur les 90% d'élèves les plus jeunes, on n'a que des filles. Donc, ce qui implicitement implique qu'il y avait une corrélation entre le genre et la moyenne. Donc, les filles, c'est pas qu'elles sont plus intelligentes, mais elles sont plus bosseuses que les garçons dans votre classe par rapport à votre matière. Et là, elle va me demander, ok, bah, qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse pour relever le niveau des garçons, blablabla. Et je vais proposer. Donc, la corrélation ici me permet de ressortir une relation qui existe entre deux variables. D'accord? Elle me permet de ressortir une relation entre deux variables et d'estimer ou bien d'évaluer l'impact que peut avoir le changement de l'un sur l'autre. D'accord? Le changement, ça peut être la hausse, la baisse, ça dépend hein, de l'un ou de l'autre. Donc, si la corrélation, elle est positive, on parle de corrélation 1, donc plus 1. S'il n'y a pas de corrélation, on est sur 0, donc il n'y a pas de corrélation. Et si la corrélation est négative, bah, on est plutôt à moins 1. Bon, là, je suis en train de me rappeler un peu de mes cours de stats. Donc, voilà un tout petit peu comment il faut comprendre cette histoire de corrélation. Et donc, les graphiques qui permettent d'avoir donc les corrélations, ce sont des bubble charts. Là, vous avez le deuxième là, celui-là. C'est des graphiques d'histogrammes groupés avec par-dessus donc une courbe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a des graphiques où on a des barres normales comme ça. Et au milieu ou bien au-dessus, on a une courbe qui soit suit les hausses et les tendances, les baisses, ou soit carrément est totalement décorrélée. Donc, au fait, la courbe et les barres, les deux, il faut les considérer comme si c'était deux variables différentes. C'est comme tout à l'heure ce que j'ai dit là, c'est que si on suit ce graphique-là, c'est-à-dire ce graphique-là, sur lequel je zoome ici, on aura dans l'axe des abscisses, pour ceux qui ont fait un peu la géographie, abscisse c'est X, donc le bas comme ça. C'est ça, non? Ouais. X, l'axe des abscisses. Dans l'axe des abscisses, on va mettre par exemple la moyenne. On mettra la moyenne. Pour l'exemple des élèves de classe qu'on a vu tout à l'heure, on mettra en bas les moyennes. Donc, on va commencer par 0, 5, 10, 15, 18, 19 et 20. Ça, ce sont nos moyennes. Maintenant, sur l'axe des ordonnées, donc le Y comme ça, on va mettre une première variable. On va mettre sexe masculin ou féminin. Et sur la même axe des ordonnées, on mettra maintenant par exemple l'âge. On va commencer par 15 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans et 20 ans. Et on monte plus où ça dépend. Et vous allez voir que le premier graphique qu'on va faire, qui est par exemple le graphique des barres, on va utiliser que l'âge, d'accord? On va utiliser l'âge et la moyenne. Donc ça va me donner effectivement des moyennes plus élevées lorsque l'âge est faible, les moyennes plus basses lorsque l'âge est élevé. Et on fera une deuxième graphique qui est dessus, c'est-à-dire une deuxième analyse qui est compilée à la première. Et là maintenant, ça sera juste quoi? Le sexe, donc le genre masculin ou féminin, et les moyennes. Et là, je vais pouvoir confirmer une corrélation par une autre corrélation. Est-ce que vous voyez? Donc, ce genre de graphique permet effectivement de ressortir une corrélation entre deux variables en passant peut-être par une double corrélation pour juste confirmer cela. Le scatterplot, ça c'est un peu comme le bubble chart, mais avec beaucoup plus de dispersion. Par exemple, le scatterplot, on peut l'utiliser pour des cas de données d'épidémie, des données médicales, des données de contagion ou de contamination,
ou des données de propagation. Par exemple, si on me donne une data où on me dit c'est une data qui nous montre les relevés sismologiques. Donc, sismologique, c'est séisme. C'est pour ceux qui ont fait la tectonique des plaques, donc séisme. Et on me relève effectivement les points du Maroc où on a ressenti les plus fortes magnitudes. On dit c'est quoi non, ouais, magnitude, non? Je crois. Ça, c'est les anciens cours, hein. On a encore le cerveau un peu en place là. Donc, on ressort donc les zones à forte magnitude, donc les zones à fort risque. Donc, on va prendre par exemple les zones comme Marrakech. Là, on va mettre des gros bubbles, donc des grosses bulles pour montrer qu'on a eu par exemple des ressentis ou bien des magnitudes à 6,7. Donc, ce qui fait que bah, toute la région de Marrakech, aux environs, a ressenti donc les secousses. Mais par contre, Casa, par exemple, va mettre 2 points, 2,3. Donc, ça sera un petit bubble. Donc, la zone, l'épicentre, c'est-à-dire la zone où les secousses naissent, qu'on appelle l'épicentre, sera peut-être par exemple à Marif. Et on a peut-être senti ça au niveau du quartier Marif, mais pas surtout Casa. Donc, vous voyez que cette carte-là va me permettre d'avoir effectivement une corrélation entre, par exemple, les villes et le niveau de, de secousses ressenties. Et là, je vais pouvoir l'expliquer en disant, bah, Marrakech, voilà, voilà, c'est les montagnes, blabla, ce qui fait que bah, le ressenti est plus violent. Alors que Casa, c'est la côte, donc y a moins de tectonique, de plaques, bon, bref. Vous voyez que là, je peux ressortir les corrélations en faisant ces types d'analyses avec ces types de graphiques. Maintenant, les trois dernières là, voilà, je vous les laisse comme ça. C'est la distribution, partie et tout, et ordonnance. Une dernière question avant que je ne passe, parce que là, on a presque fini. On va juste faire le cas pratique de notre soirée. Est-ce qu'on peut avoir une corrélation entre trois variables? Oui. Est-ce que je peux avoir des cas de corrélation entre trois variables? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples par exemple pour moi? Oui. Fernand, vas-y. Ah bon, moi je sais pas, sérieusement. Mais si tu suis par exemple l'exemple de la classe d'étudiants, est-ce qu'on peut avoir un cas qui explique à la fois un résultat avec trois variables? Hmm, Ne pense pas forcément et statistique, genre technique, mais pense juste ouais. les faits de la vie. Est-ce que je peux avoir une situation qui est expliquée par trois variables différentes? Hmm. Bon, on peut dire, lorsqu'on prend par exemple le cas bon, des élèves, comme vous l'avez déjà commencé, Mhm. pour un élève, on peut dire, je sais pas, mais je crois pratiquement c'est possible, mais je Mhm. sais pas techniquement comment ça va se présenter. Par exemple, si on prend les élèves, Mhm. deux élèves, l'un qui vit à côté de la fac et l'autre qui vit très loin, Oui. et on va suivre leur... on peut faire ressortir une corrélation qui dit quoi, leur performance à l'école. Déjà, celui qui vit loin, il va arriver souvent en retard. Oui. Et du coup, tu vas voir, au niveau des cours, il va avoir Difficulté. voilà, quelques difficultés. Mhm. Donc, le fait de... Bon, l'habitat peut venir s'ajouter aux deux variables que vous avez définies au départ, c'est-à-dire le sexe et l'âge de l'élève. Maintenant, on ajoute maintenant, bon, son habitation, proche ou loin. Ouais. Donc, ça peut venir renforcer aussi. Donc, par rapport à ton exemple, nos deux premières variables qui sont l'âge et le Ouais. genre
Ouais. On peut rajouter une troisième variable qui est par exemple la distance parcourue La entre distance, la maison ou bien le domicile et l'école. ouais. C'est très bien. Comme exemple. C'est très bien. C'est très bien. Ouais. Et donc là, du coup, tu vois que quand on part sur cette base-là, on est donc avec quoi? On est avec trois variables et on va essayer de ressortir donc des corrélations entre les trois variables pour expliquer la hausse ou bien la baisse de la moyenne. Ouais. Tu vois? Et si tu prends cela dans le cadre, par exemple, de nos pays, de nos États généralement, où l'infrastructure routière n'est pas assez bien faite, on va pouvoir analyser en disant, bah, pour toutes les filles, puisque nous avons dit tout à l'heure que on constate que les filles performent plus que les garçons, et aussi parce que la majorité des écoliers, des étudiants qui sont jeunes, sont à majorité des filles. Maintenant, puisqu'on parle de majorité de filles, ça veut dire qu'il y a une partie des filles, effectivement, qui ne sont pas dans cette tendance-là. Et donc ça, c'est une corrélation partielle maintenant qu'on va expliquer. Mais pourquoi cette partie, cette catégorie de filles-là n'ont pas pu performer comme les autres? Et c'est là qu'on rajoute maintenant une troisième variable qui est la distance parcourue entre le domicile et l'université ou bien l'école. Et c'est là on se rend compte que, ben, ok, mais ces filles qui n'ont pas performé, malheureusement, habitent plus loin que la moyenne des filles qui ont performé. Ce qui fait que effectivement, la distance joue sur leur état physique, la récupération physique, la fatigue, la concentration à l'école, parfois les retards à l'école. Et ce qui fait effectivement, ou qui implique de manière claire que bah, ce sont des étudiants ou bien ce sont des élèves qui n'arrivent pas à bien suivre les cours, qui se font tout le temps punir, qui se font tout le temps recaler à l'entrée pour ne pas effectivement entrer en retard dans l'établissement. Et ce qui, a priori, explique qu'elles ne sont pas régulières dans les cours, ce qui explique qu'elles ont des retards à rattraper et ce qui explique que parce qu'elles étaient absentes pendant certains cours, elles n'ont pas pu performer dans ces matières, d'où une moyenne plus faible. Donc on peut avoir des corrélations entre 2, 3, 4 variables. Et là, effectivement, ce sont des corrélations qu'il faut juger. C'est comme si j'ai A, B, C, ces trois variables. Je dois sortir d'abord la corrélation entre A, B, la corrélation entre A, C et après la corrélation entre B, C. Donc là, je fais effectivement une corrélation pair à pair de mémoire. Si je me rappelle, on parle de corrélation pair à pair, c'est-à-dire j'étudie deux variables pour ressortir le triangle de corrélation qu'il y a entre ces trois variables-là. Ailleurs, on peut parler aussi de corrélation partielle, c'est-à-dire que j'ai deux variables qui contrôlent une troisième variable. Donc, je vais faire ressortir, par exemple, la corrélation entre A, B, pour comprendre ce qui va avec C, c'est-à-dire entre AC et BC par exemple. D'accord? Donc, c'est des possibilités qui existent. Et merci beaucoup Fernand pour cet ajout. Alors, donc, je disais tout à l'heure que ça, c'est vraiment un bonus qui est payant hein, que que je vous ai partagé ici. Donc, si on revient sur notre support principal qui est là, voilà. Donc, vraiment, il faut choisir le bon graphique. Et ici, vous voyez que je parle de 6 familles de graphiques. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer. On a vraiment 6 catégories de graphiques pour soit comparer, ordonner, regarder une distribution ou bien une tendance, etc. D'accord? Et donc, voilà. Voilà comment il faut comprendre la chose. On va faire un cas pratique tout à l'heure. Maintenant, je vous ai envoyé, pour ceux qui ont reçu le mail, je vous ai envoyé une fiche qui vous permet de vraiment bien, puisque là, dans la présentation, j'ai balayé vite fait les méthodes, mais avec les fiches là, j'ai pris le temps de vous détailler un tout petit peu plus tout cela. Donc, vous voyez là, la méthode CEMAC, elle est là. Voilà la méthode CEMAC. Voilà, je zoome un peu pour vous. Et donc, vous voyez le contexte. Comment je pose le contexte, c'est ça.
quel est le problème, pourquoi cette analyse est-elle réalisée, d'accord? Pourquoi je vais réaliser cette analyse et quel est l'objectif business, c'est-à-dire pour le métier, qu'est-ce qu'ils veulent ressortir? Est-ce qu'ils veulent améliorer leur performance? Est-ce qu'ils veulent réduire les charges? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'est qui le public cible? Le public cible, est-ce que je parle à des managers donc qui connaissent le métier ou bien plutôt je vais parler à des stagiaires que j'encadre? D'accord? Donc, c'est ça le contexte. Et là, je vous ai donné quelques exemples ici. Donc, depuis 3 mois, les ventes stagnent malgré une hausse du trafic. C'est-à-dire que on a beaucoup de visiteurs sur nos sites. Donc, du coup, on a une hausse de trafic. Mais malgré cette hausse de trafic, nous avons donc les ventes qui stagnent. Donc, ça, c'est un contexte qui est déjà là, que je dois comprendre. Donc, le problème, il est où? D'accord? Donc, pour la méthode CEMAC, c'est vraiment ça. Comment poser le contexte, c'est ça. Le message clé, c'est ça. Donc, c'est de résumer effectivement l'idée principale. Donc, quel est l'insight principal? Quelle est la phrase qui doit rester dans la tête des gens? Donc, ici, par exemple, un exemple, c'est que dans ma narration, je vais dire le taux de conversion mobile s'est effondré de 30%. Voilà. Ça, je veux qu'ils gardent ça à la fin, qu'ils comprennent que tout ce que j'ai montré, la partie marketing, les ventes et tout, à la fin, c'est que nous avons un taux de conversion au niveau des smartphones qui a baissé de 30%. C'est ça le message qu'il doit retenir. D'accord? Et ici, la partie analyse, c'est ça. C'est de détailler donc les preuves, donc les insights que je calcule. C'est de les détailler, de les expliquer. Donc ici, les tendances, les anomalies, les comparaisons et les visualisations que j'ai utilisées pour appuyer ça. Et ici, un exemple, c'est que le temps de chargement mobile est passé de 2,1 à 5,3. On est toujours dans le cadre où j'ai un site web ou bien une boutique en ligne et j'ai commencé à analyser comme ça. Et là, dans l'analyse, c'est que j'explique que le site rame un tout petit peu. Donc, lorsqu'on clique sur un bouton, initialement, on était à 2,1 secondes. Maintenant, on est passé de 2,1 secondes à 5,3 secondes. Et la conclusion, c'est ça. Dans la conclusion, que faut-il faire? Quel est l'impact à attendre? Donc, ici, c'est ça. Donc, il faut optimiser la version mobile pourrait ramener donc plus de 18% de conversion. Donc, si on améliore le temps de chargement de notre site web en version mobile, bah, on va pouvoir gagner 18% de personnes. Pourquoi? Parce que j'ai observé que lorsque le temps de chargement passe de 2,5 à 5 secondes, bah, il y a 30% de personnes qui se déconnectent. Il y a 18% qui reviennent par exemple sur le site ou bien qui actualisent le site. Et malgré cela, le site rame toujours et puis ils partent. Donc je sais que ceux qui reviennent pour actualiser, ce sont des vraies personnes qui sont intéressées. Donc si on améliore notre temps de chargement sur la version mobile de notre site web, par exemple, on va gagner quoi? Une conversion de 18% de personnes de plus. Et ça, c'est la conclusion que je vais leur proposer. Tout en leur disant au point de départ que on a eu une chute de quoi? De 30% de personnes de conversion sur notre site web en version mobile. Et donc, dans les actions, je veux qu'ils retiennent que si on améliore ça, on peut récupérer 18%. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, vous avez la méthode ABT qu'on a expliqué longuement aussi de l'autre côté. Vous avez la méthode DAR qui est aussi là. Donc, vous pouvez juste prendre le temps après pour lire ça. Pour ceux qui n'ont pas reçu le document, vous me faites signe, vous me dites comme ça, je vous renvoie et les supports, et les exercices, et la fiche. Maintenant, là, je vous ai laissé également aussi une checklist, c'est-à-dire une feuille de route qui va vous aider à vraiment comprendre comment vous analysez effectivement. Ouais, c'est Isaïe, super. Ah, tu es revenu avec un compte donatien. Je n'ai pas le document. Très bien. Alors, dis-moi, tu es dans le groupe WhatsApp? Non? Pas dans le groupe WhatsApp? Non, je pense. Je ne sais pas si vous parlez du... Bon, moi, je suis juste dans le grand groupe. Hein. Je ne sais pas si Le avec le groupe groupe de WhatsApp. Festom, c'est ça? Oui. D'accord. Ce que je vais faire... alors, ou sinon tu me laisses ton numéro, comme ça je ne vais pas polluer le groupe pour les gens. Comme ça je te l'envoie sur WhatsApp. D'accord. Ouais, Là, je l'envoie dans le compte. exactement, vas-y. Comme ça je le récupère, je te l'envoie par WhatsApp. D'accord?
Super. Donc, du coup, euh, le checklist qui vous permettra dorénavant de faire un bon storytelling, c'est ça. C'est ce que je vous ai laissé là. Super. Alors, je note en même temps pour ne pas oublier. Hop, hop. Donc, ton, ton, ton. Ok, très bien. Je fais un petit bip comme ça, je n'oublie pas. Ok. C'est Relax Color, c'est ça? Quelque chose comme ça? Relax and Color, quelque chose comme ça. Alors, pop, 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 pop. Donc voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour un bon storytelling data, voici les points que vous devez cocher. D'accord? Est-ce que mon message est clair? Est-ce que le visuel sert l'histoire que je veux raconter? Est-ce que l'ordre dans lequel je narre mon histoire est bon? D'accord? L'ordre narratif aussi est très intéressant et très important. Le contexte, insight, ensuite décision. Pas l'inverse, pas le milieu, pas non. Il faut que je pose un problème, que je sorte mon analyse avec des chiffres de ce problème-là et que je propose donc des solutions. Est-ce que l'histoire répond réellement à un problème? Est-ce que je peux avoir un point de départ, une bonne problématique, mais mon histoire est à côté. Mon histoire tape à côté. Il n'y a rien qui me permet de relier mon histoire avec le problème. Donc, il faut aussi souvent faire attention à ça. Et est-ce que les recommandations que je propose sont réellement actionnables? Donc, est-ce qu'ils sont réalistes? Donc là, on va vous parler de proposer donc des solutions smart, donc spécifiques, mesurables, je crois réalistes, c'est ça non, réaliste. Smart, non, smart, A, il y a A au milieu. Et il y a ensuite, voilà, j'oublie un tout petit peu tout ça, mais le R c'est réaliste, et puis le T c'est smart. Bref, il faudra chercher après. Donc voilà comment effectivement vous allez pouvoir vous en sortir. Et je vous laisse aussi un guide pour pouvoir faire un bon pitch lorsque vous serez devant des personnes en train de présenter effectivement une analyse. Voilà pourquoi j'ai aimé, je ne sais pas qui avait donné l'explication au début du storytelling qui nous parlait de l'art oratoire. Donc, effectivement, en entreprise, il y a aussi l'oral qui intervient. Je ne vais pas présenter la donnée en mimant ou bien en donnant ça à GPT pour qu'il récite. Bon, c'est pas possible. C'est à moi de l'expliquer, de parler et tout. Donc, il est toujours important de suivre une structure. Et là, ici, moi, j'ai mis, voilà, les structures les plus utilisées en entreprise, c'est ça. Donc, présenter un contexte en 30 secondes, les insights clés que j'ai pu tirer de mon analyse, ressortir les implications, proposer donc les actions recommandées. Vite fait. D'accord? Donc, voilà, là par exemple, voici un exemple de pitch qui est là. Depuis 3 mois, les ventes stagnent alors que le trafic augmente. L'analyse montre que le taux de conversion mobile a chuté de 30%, principalement à cause d'un temps de chargement multiplié par 2. Si rien n'est fait, on estime une perte de 120 000 dirhams sur 6 mois. Donc voici donc ce que je propose d'après mon analyse. Nous avons eu temps, ensuite tac, 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 tac. Donc voici les actions que nous devons mettre en place. Donc voici l'exemple de pitch qui est issu donc de notre cas d'analyse tout en haut tout à l'heure. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Voilà. Super, super, super. Maintenant pour terminer, puisque je vous ai parlé donc du cas pratique que vous allez prendre le temps de faire à la maison, c'est que je vous ai laissé donc des datasets ou bien des énoncés. Hein. C'est pas des grosses bases de données, c'est des petites bases de données pour vous permettre de vite faire l'analyse et tout pour ce qu'on est en train de, ce qu'on a compris et puis vous pitcher effectivement le data store, non, le data storytelling. Donc là, on a la méthode CEMAC, la méthode ABT, la méthode DAR et la méthode IIA.
Donc, pour les 4 méthodes, pour chaque méthode là, je vous ai laissé effectivement le thème, c'est-à-dire donc on est dans le cadre de quoi? Analyse de vente d'une boutique e-commerce par exemple. Et la méthode qu'on a choisie, c'est la méthode CEMAC. Donc ici, l'objectif, c'est apprendre à structurer une histoire data complète et professionnelle autour d'une analyse descriptive. Et donc, c'est ça. Donc, vous êtes analyste pour un site e-commerce vendant des produits électroniques. La direction vous demande un storytelling structuré CEMAC pour comprendre les performances du dernier trimestre. OK? Donc, objectif, présenter un message clé appuyé par les données. Voilà le dataset. Donc là, vous avez un dataset de quoi? Vous avez un dataset de 3 mois, janvier, février, mars, avec des ventes, avec les commandes, avec le panier moyen et le taux de retour. OK? Et donc là, je voulais compléter le dataset jusqu'à 12 mois, mais bon, après, je me suis dit, autant rester sur 3 mois. Donc ça, vous n'en avez pas besoin. Donc le livret qui est attendu, c'est quoi? C'est un mini rapport structuré avec un graphique clé et une recommandation finale. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si vous avez compris tout. C'est clair? En gros, au fait, vous avez de la donnée qui est là, d'accord? Vous avez de la donnée. Vous avez l'instruction. L'instruction est claire. L'instruction, c'est que vous devez analyser donc une donnée pour comprendre la performance du site e-commerce sur ce trimestre-là. Donc, l'objectif est que vous puissiez aboutir. Là, je n'ai pas dit d'aller faire de l'analyse, je ne sais pas quoi. Hein. C'est pas pour que vous alliez faire une analyse très, très, très poussée. Non, non, non. C'est d'aboutir à ça. Je vous montre à quoi vous devez aboutir. Vous devez aboutir à ça. Voilà. Vous devez aboutir à... Attendez, je vous montre. Pour la partie CEMAC, c'est ça. Vous devez aboutir... Voilà, vous devez aboutir à ça. À partir de là. Donc, c'est quoi le problème? Quelle analyse nous devons réaliser? L'objectif business, c'est ce que la direction vous a dit de faire. Et c'est quoi le public cible? Le public cible, c'est la direction. Puisque c'est à eux que vous devez expliquer après donc, votre analyse. D'accord? Le message ici, c'est ça. Quel est l'insight clé que vous allez calculer sur la base de la donnée que je vous ai donnée? Quelle est la phrase que les gens doivent retenir sur la base de ce que vous avez constaté? Donc, pour côté analyse, vous pouvez faire 2-3 calculs pour sortir par exemple la vente moyenne, le taux de retour moyen. Voilà. Donc, faire quelques petites comparaisons comme ça vite fait. Et qu'est-ce que vous recommandez à la fin, par exemple? Et ça, la méthode CEMAC. Donc, la méthode CEMAC, vous devez l'appliquer à ce cas qui est là sur notre atelier pratique. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Non? Donc, vous avez la data et vous avez l'énoncé. Vous avez des questions? On dit qui ne dit mot consent. Alors, deuxième cas, donc c'est la méthode ABT, performance RH, taux d'absentéisme. Donc ici, le ABT, on l'a expliqué. Donc vous devez faire quoi? Vous devez transformer un insight complexe en un pitch data très court et percutant. L'énoncé, c'est ça. Une entreprise souhaite réduire son absentéisme. Vous devez résumer votre analyse en 3 phrases ABT. Voilà. Donc, département, taux d'absentéisme, ancienneté et satisfaction. Et là, vous avez 3 phrases ABT à sortir avec un graphique Insight. Oui? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, pareil pour les deux autres. Vous avez toujours la data, vous avez l'énoncé et vous avez
le résultat qui est attendu. Moi, j'ai la correction de ça que je peux vous envoyer après, si vous voulez. Donc, je vais vous laisser bosser. Pour une première fois, je vous laisse bosser. Et puis, pour ceux qui ont fait le truc, si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous pouvez toujours nous laisser le retour dans le groupe WhatsApp. Comme ça permet aussi qu'on puisse discuter vos résultats ensemble. Et on vous laisse en retour donc le corriger. Donc voilà un peu ce qu'il fallait retenir de notre bootcamp de ce soir. Donc le storytelling de la donnée, comment ça marche et quel est l'objectif qu'on se donne quand généralement on le fait. Parce que bon, faire le storytelling pour le faire, ça n'a pas de sens. Il vise un objectif et donc c'est très important de comprendre effectivement l'objectif et c'est à partir de l'objectif qu'on se donne au point de départ, qu'on prépare le contexte d'analyse et le contexte d'analyse me permet donc de choisir les variables que je veux exposer, les variables que je veux mettre en valeur, les insights que je veux mettre en valeur et à partir des insights que je veux mettre en valeur, j'ai un narratif que je propose à mon auditoire et sur la base de ce narratif, je ne peux pas rater donc le message qui doit être retenu à la fin. D'accord? Donc voilà ce qu'il fallait comprendre donc de ce bootcamp. Moi, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Non? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on rappelle toujours que notre site web est toujours là. N'hésitez pas à faire un tour dessus. Nous avons donc des formations. Actuellement, nous avons des étudiants qui sont en session de formation très intense, très intéressant également. Donc les formations d'analyse de données. Et je précise, hein, pour tous, même les débutants, vous avez la possibilité de vraiment trouver votre formation, peu importe votre niveau, d'accord? Donc, vous avez des formations sur Excel, analyse de données sous Excel, initiation en data analyse sur Excel. Vous avez des formations de conception de dashboard, que cela soit sous Power BI ou sous Excel. Vous avez donc des formations aussi de gestion de base de données sur SQL et également des formations PAC. Donc, c'est des formations qui vous présentent donc un ensemble d'outils mis ensemble. Donc, ça va être Excel, chargement de données multiples, TXT, CSV, Excel, PDF, des liens web et tout ça. Passer par dans Power Query pour les traitements et la transformation de données, charger ma donnée pour que cela soit sous Power BI et à la fin visualiser. Donc là, c'est un pack de formation. Donc vous avez aussi les packs de formation. Et ce que nous avons peut-être pas pris le temps de bien vous dire aussi, c'est que on connaît la situation des étudiants aussi, pour la majorité de ceux qui sont étudiants, ou sinon pour les professionnels aussi. Nous faisons aussi des facilités de paiement. Donc les formations peuvent être payées en 2 fois, en 3 fois. Tout dépend de votre situation. Donc, si vous trouvez une formation qui vous intéresse, allez sur notre site web, schoolv-de6, donc schoolvacademy.com, et vous basculez sur l'onglet formation et vous réservez votre formation parce que vous ne payez pas directement sur le site. Nous, on fait de l'accompagnement, donc vous ne payez pas la formation immédiatement sur le site. Vous faites une réservation, on fait un appel préparatoire pour vous accompagner à définir réellement le besoin. Et une fois que le besoin est clair, il est bien précis, hop, batterie faible là. Donc une fois que le besoin est bien précis, nous de notre côté, on se charge donc de le planifier avec vous en fonction de votre disponibilité et à la fréquence que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez que ce soit une fois par semaine, 2 fois par semaine, voilà, pour épuiser donc votre heure de formation, votre durée de formation. Donc on le planifie et puis on démarre quand vous souhaitez. Donc voilà, un tout petit peu, nous sommes arrivés à la fin de notre session de formation d'aujourd'hui.
On vous remercie pour la patience et surtout la présence. Et continuons en tout cas à aimer la data parce que c'est le monde de demain. Et si vous avez des questions, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, n'hésitez pas. À Donatien, j'enverrai aussi le lien, comme ça sera plus facile pour lui de recevoir dorénavant les outils, les supports et tout. Et à tout le monde, nous vous disons merci beaucoup pour le temps et au plaisir de vous retrouver samedi prochain. Ça sera encore moi pour une autre thématique de bootcamp. Donc prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Et surtout bon week-end. Profitez bien. Merci beaucoup, shérif. Merci, monsieur Louis. Merci Fernand pour ta participation active. Merci à Donatien, donc Esaïe. Merci à Shérif. Merci à qui d'autre? Marcia. Merci à tout le monde, les amis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et à la prochaine, hein.